Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et bonsoir à toutes et à tous. C'est génial de vous voir aussi nombreux pour le rendez-vous. On est hyper heureux de lancer un nouveau format avec vous ce soir. Un format qu'on a appelé Sans filtre. Le principe est simple. Créer un moment de débat, un moment de discussion authentique et sans faux semblant entre des mondes qui ne se parlent pas toujours. Entre des personnalités publiques, politiques, du monde économique, culturel ou intellectuel, et puis entre celles et ceux qui vivent les inégalités au quotidien. En l'occurrence, on a ce soir réuni une trentaine de jeunes qui font partie de la communauté d'Article 1. Article 1, c'est une association qui lutte depuis près de 20 ans contre le déterminisme social, qui œuvre pour une société dans laquelle l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques ou culturelles. Nous sommes présents dans l'ensemble du territoire français, y compris dans les Outre-mer, et nous accompagnons chaque année plus de 100 000 jeunes de milieux populaires afin qu'ils puissent choisir sereinement et librement leur avenir. Ce soir, Monsieur le Président, nous allons vous questionner sur votre parcours. Ils et elles vont vous questionner sur votre parcours. Moi, j'aurai fini dans quelques secondes. On va vous demander un petit peu, votre rapport, votre vision du monde, votre rapport aux inégalités. Et on tentera d'esquisser ensemble des pistes de solutions, des propositions pour tendre vers une société plus juste, plus équitable, plus égalitaire. Toutes ces questions que vous avez en tête méritent d'être posées sans filtre. Et donc, je vous laisse la place à toutes et tous pour ce format nouveau, mais qui permettra, je l'espère, un débat riche. Et encore une fois, je vous remercie de votre présence et de vous prêter au jeu. C'est pas un jeu, de vous prêter à l'exercice. Il y a Très beaucoup bien. d'attentes. Merci pour l'invitation. Article 1, c'est une association que j'avais contribué à labelliser avec la Fondation La France s'engage, justement pour accompagner des jeunes qui peuvent vivre des discriminations, en tout cas des parcours plus heurtés, pour les mettre là où ils doivent être, c'est-à-dire en réussite. Donc je suis très heureux de pouvoir continuer à labelliser une initiative cette fois-ci, qui est celle de la rencontre. Donc le mieux, c'est que vous posiez vos questions et j'essaierai d'y répondre. J'ai vu qu'il y a Sans des papiers. transition, Lou est là, je crois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour. Merci pour votre présence aujourd'hui et pour votre participation à cet exercice. Donc, notre première question est la suivante. Dans quel contexte socio-familial avez-vous grandi? Comment a-t-il influencé, selon vous, votre parcours étudiant et votre parcours professionnel? Merci. Moi, j'étais d'une famille qui n'avait pas forcément tous les codes, qui vivait à Rouen et qui était assez traditionnelle dans son organisation. Et si un jour mon père, qui était un personnage un peu étrange, n'avait pas décidé de déménager à Paris, je pense que je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite sur le plan universitaire et après politique. Pourquoi? Parce que à cette époque, on est dans les années 60, 70 du XXe siècle. Donc être ce qu'on appelait en province, c'était pas forcément là où on avait toutes les informations sur des carrières. Et quand je suis arrivé à Paris, je savais qu'il y avait à ce moment-là des universités ou des écoles qui pouvaient correspondre à ce que j'avais envie de faire. En l'occurrence, Sciences Po. Mais je connaissais même pas l'existence de Sciences Po avant de venir. Ça veut dire que même quand on est dans un milieu qui n'est pas forcément un milieu modeste ou pauvre, ce qui n'était pas le cas de mes parents, mon père était médecin, ma mère assistante sociale, on n'a pas forcément les informations. Et c'est ça la grande inégalité, on la connaît l'inégalité, c'est savoir si on pourra être bien orienté, alors c'est encore pire aujourd'hui avec Parcoursup, si on peut être bien orienté ou au contraire, on suit le chemin que les parents ou la famille ou l'environnement vous dit de suivre. Voilà comment finalement une décision qui ne m'appartenait pas
parce que mon père voulait toujours déménager. Vous avez remarqué, il y a des gens qui se satisfont jamais de là où ils vivent. Bon, donc ma mère était très contrainte, mais on l'a suivie quand même. Donc c'est comme ça que finalement, quelquefois, une décision d'un autre favorise votre propre émancipation. Je sais pas, qui après? Moi, je me présente, Ida Samir. Moi, j'aimerais savoir, pour être président, est-ce qu'il faut plus du mérite, de la chance ou bien du talent? Et pour vous, lequel de ces facteurs a été les plus déterminants? Non, je dirais qu'il faut des idées. C'est ça qui compte. Du talent, il y en a partout, du talent. Bon, il est là, le talent. De la chance, ça c'est vrai. Il y a des moments, vaut mieux la saisir, cette chance. Mais pour ce destin-là, l'accès à la fonction de président, il faut d'abord être porté par des idées. Et à cette époque, des idées qui étaient dans un grand parti. Donc c'était ça mon objectif. J'y ai pensé assez tôt, que c'était par un grand parti que ça passait, et que il fallait travailler avec des idées, et puis ensuite aller vers les électrices et les électeurs, donc se frotter au suffrage universel, hein, y compris local. Moi, j'ai commencé à l'échelle locale. Voilà comment j'y suis parvenu. Mais pour rester sur la chance, oui, il y a des circonstances. Ça, c'est très important. Il y a des fois, vous avez plein de talents, vous avez plein d'idées, vous avez une force qui est derrière vous, mais les circonstances ne sont pas favorables. Parce que, soit il y a une crise, soit parce qu'il y a des forces qui sont hostiles et qui vous empêchent. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand les circonstances ne vous sont pas favorables? Il ne faut pas essayer de les vaincre. Il faut se dire, bon, je me préparerai pour un temps meilleur, mais je vais travailler pour y parvenir. Ça, et on est toujours le fruit de circonstances. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que vous allez pouvoir réussir. Et peut-être si ça ne se passe pas, c'est pas si grave. Vous allez faire autre chose. Merci, Monsieur le Président. Ça y est, vous avez épuisé vos questions, là? Non. Bonjour. Oui, ça va. Bonjour Monsieur le Président. Alors je me présente, je suis Delia Selemani. Qu'avez-vous mis en place durant votre mandat pour favoriser l'égalité des chances? Et le potentiel manque de résultats vient-il d'une absence de moyens, d'un défaut de volonté politique ou d'un blocage structurel plus profond dans notre modèle républicain? Bon, moi, j'étais convaincu qu'il fallait mettre plus de moyens sur l'école, plus de postes, plus d'encadrement. Je pensais que c'était important que l'université puisse être également consolidée, parce qu'elle avait été très affaiblie. Et puis, la réussite, c'est pas simplement dans les premières années de l'existence, c'est aussi tout au long de la vie. Donc, on avait créé le crédit formation, qui est un peu dévoyé après, mais c'était avec le compte personnel. Le compte personnel de formation permettait à des femmes, à des hommes qui avaient fait déjà une partie de leur carrière, qui avaient travaillé, donc d'accumuler des droits pour se former, puis ensuite se requalifier. Parce que la grande différence entre ma génération et la vôtre, dans ma génération, on se disait, je vais avoir un emploi, je vais habiter dans un lieu et je vais y rester presque toute ma vie. Vous, peut-être à cause des événements, des circonstances, vous n'envisagez pas de la même manière la vie. Votre génération, vous vous dites, je vais avoir plusieurs vies dans la vie. C'est quand même pas mal d'avoir plusieurs vies dans une vie. Surtout que la vie, je pense, elle est unique. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a après, quoi. Après, c'est l'affaire de croyance. Mais donc, il faut avoir plusieurs vies. Et pour avoir plusieurs vies, il faut avoir, non pas plusieurs chances, mais plusieurs conditions pour se réorienter, se requalifier, pour déménager. La mobilité, c'est très important, pas rester au même endroit. Pourquoi il y a une forme d'assignation, qu'on appelle l'assignation, le fait qu'on ne change pas de son quartier ou de son village. Les gens ont peur de sortir du quartier ou du village. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment c'est la vie ailleurs? On ne sait pas. Donc, une de mes idées,
c'est qu'il faut absolument qu'on connaisse comment on vit ailleurs. Alors, on dit, oui, comment on vit ailleurs en Europe ou dans le monde. Oui, sans doute. Mais comment on vit ailleurs en France? Quand on est de Marseille, savoir comment on vit dans un petit village. Pas à Paris, parce qu'ils ne voudraient pas, les Marseillais, venir à Paris. Mais comment ça se passe ailleurs? Comment ça se passe dans une autre entreprise que celle qu'on connaît? Et ça, c'est pas si simple. On n'aime pas déménager, on n'aime pas bouger. Donc, il faut être aidé pour bouger. Et c'est pareil pour changer de métier. Vous auriez à changer plusieurs fois de métier. Et c'est pour ça que si on vous accompagne, c'est pas pour simplement le début de votre vie. On a besoin d'être accompagné tout au long de sa vie. Ça me paraît le plus important. Et je vois bien dans les zones rurales, mais c'est vrai aussi dans les quartiers, il y a des gens qui ont du talent, et pour qui aller ailleurs, ça va être un empêchement. Et ils vont peut-être renoncer à ce qui était leur ambition pour rester le plus près possible de là où ils ont vécu. Vous connaissez ça par cœur. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Peut-être là, ailleurs, ils sont marrés hospitaliers, ce qui est vrai, pas forcément très hospitalier. Hein. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Kingsley. Pensez-vous réellement que le système scolaire soit un ascenseur social? Et quels seraient, selon vous, les véritables leviers pour une véritable égalité? Alors, on critique beaucoup le système scolaire. Ça a toujours été vrai. C'est peut-être encore plus juste aujourd'hui. Parce que il y a quand même des inégalités qui se reproduisent. Il y a qui connaissent les bons parcours. Donc, ça s'est sans doute aggravé. Mais il ne faut pas non plus gommer les réussites. Il y a quand même, vous avez peut-être l'illustration, il y a quand même plein de jeunes qui, sans l'école, sans le lycée, l'université, ne seraient pas prêts à occuper toutes les places. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est le fait qu'on concentre les mêmes populations dans les mêmes endroits. Ce qui fait qu'on a des établissements qui ont moins de diversité, moins d'options, moins d'échanges. Ça, c'est un premier blocage. Deuxième blocage, c'est que y a des parents qui ne peuvent pas apporter à leurs enfants une éducation au sens scolaire, hein, pas une éducation familiale. Et donc, il y a une inégalité qui se forme de plus. Et puis, il y a, troisièmement, le Parcoursup ou l'orientation post-bac, qui est quand même un système de sélection sociale. Parce que pour remplir un dossier, c'est pour ça que votre association Article 1 est très importante. Comment on remplit un dossier? Comment on se présente? Comment on remplit un CV? C'est ça l'inégalité. Et puis enfin, on voit bien, il y a un système privé qui est en train de s'installer, d'abord dans le secondaire, et puis aussi dans l'université. Enfin, maintenant, il y a plein d'établissements privés. C'est aussi un... Alors, il y a des bons établissements privés pour les plus favorisés, puis les mauvais établissements privés pour les autres. Ça, c'est quand même une inégalité supplémentaire. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je me présente. Je m'appelle Marine Maillot. Selon vous, faut-il des politiques de discrimination positive pour vraiment faire changer les choses? Et si oui, lesquelles? Alors, il y a eu des politiques de discrimination positive, c'est toujours change de mot, mais la vraie discrimination positive, c'est de faire que, au niveau des lycées, on puisse aller dans un autre lycée que celui de son quartier. Ça, c'est très important. Pour que on puisse voir d'autres jeunes et qu'on puisse participer aussi à des établissements qui sont supposés mieux réussir que d'autres. Ça, je crois que c'est très important. Et donc, la mixité sociale, aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous, puisque on reste dans sa zone de vie, et dans sa zone de vie, compte tenu des inégalités d'habitat, on est toujours avec les mêmes catégories, les mêmes populations. Donc, c'est pas la discrimination positive, c'est pas au moment de l'université ou de telle ou telle école, c'est assez tôt, dès le lycée qu'il faut essayer. Alors, c'est pas de la discrimination positive, c'est de se dire on va mettre des gens qui viennent de partout dans les mêmes établissements. Vous voyez?
Je m'appelle Ziad Jabri, je suis étudiant à l'ESSEC et avant cela, j'étais le produit de l'école publique. Moi, je suis convaincu d'une chose, Monsieur le Président de la République. Je suis convaincu que les services publics sont le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Et malheureusement, ils semblent toujours plus en déclin. Et ma question est simple et la suivante. Comment peut-on y remédier? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les services publics, hein? C'est essentiellement l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé. C'est ça, les grands services publics. On pourrait dire, mais non, il y a aussi l'électricité, l'eau qui peuvent être gérés publiquement, mais ce n'est pas ce qu'on appelle vraiment des services publics. C'est essentiellement l'éducation et la santé. Est-ce que ça s'est dégradé? Oui, pas forcément en termes de moyens budgétaires. On trouvera toujours qu'il n'y en a pas assez. Ça s'est dégradé au sens de l'implication, non pas des fonctionnaires, mais l'implication des décideurs dans la réforme de ces structures. Ces structures doivent évoluer. Si elles n'évoluent pas, soit on les privera de moyens, soit on leur donnera davantage, mais ça ne changera pas. Il faut changer les modes d'enseignement, il faut changer les modes de recrutement, il faut changer. C'est ça le service public, c'est pas quelque chose de figé. C'est comme l'hôpital. Si on met, bien sûr, l'hôpital souffre en ce moment parce que le système de soins s'est dégradé. Les médecins veulent plus faire de garde, on trouve plus de spécialistes, donc tout le monde va aux urgences. Quand il arrive quelque chose, on va aux urgences. C'est le seul endroit où on peut aller. Alors ça, c'est vrai dans les villes, dans les métropoles, mais dans les zones rurales où on va, quand l'hôpital, c'est pas toujours facile. Donc c'est cette réalité, c'est pas un sentiment qu'on s'est éloigné des services publics, pas géographiquement, mais que les services publics se sont un peu éloignés de nous. Parce qu'un service public, c'est pas une prestation qu'on offre, on vous soigne, on vous éduque, c'est un accompagnement qu'on fait. C'est pour ça que une association, comme article 1, vous faites tant mieux d'ailleurs, hein, ce que le service public devrait essayer de promouvoir, c'est l'accompagnement. On doit tous être accompagnés à un moment de sa vie, à plusieurs moments de sa vie, compris à la fin. Il faut être accompagné pour aller dans le bon établissement ou pour être bien suivi au domicile. On doit être accompagné au moment où on a des ruptures même de vie privée. On sait bien que le poids de la maladie mentale, de la souffrance mentale est important. Donc c'est ça le service public, c'est celui qui vous apporte de l'humain. Hein, de l'humain, c'est-à-dire on vous donne le bon conseil. Ça ne veut pas dire qu'on vous suive, vous avez un assistant qui va vous suivre toute votre vie, mais on vous donne la bonne information, la bonne orientation, le bon moyen d'être mieux servi par l'État ou son organisation. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et ma question est la suivante. Quand on voit les files d'attente des jeunes pour se nourrir, la dégradation de leur santé mentale ou également les discriminations que subissent nombreux d'entre eux, mais sans finir le manque d'action écologique, est-ce que vous diriez qu'on assiste à un... Oula, je petit stress. Est-ce que vous diriez que l'État est en train de renoncer à sa responsabilité politique envers toute une génération? Est-ce qu'on assiste à un abandon politique de toute une jeunesse? La jeunesse, parce que c'est un état provisoire, hein, la jeunesse. À chaque génération, la jeunesse pense qu'elle est maltraitée. C'est pas forcément faux, hein. Mais le principe même de la jeunesse, c'est d'être exigeante, c'est d'être audacieuse, c'est d'être virulente même. C'est le propre. Quand les plus vieux, ils sont quand même un peu moins audacieux, un peu moins virulents, un peu moins exigeants. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une paupérisation dans un certain nombre de lieux, enfin, notamment d'universités, que sans doute la crise sanitaire a encore aggravé. Donc, il y a des étudiants pauvres, ce qu'on n'avait pas forcément autrefois. D'abord parce qu'il y avait moins d'étudiants et que les parents pouvaient subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, le fait que les bourses soient, à mon avis, trop peu distribuées, le fait que, comme je l'évoquais, quand on va à l'université, on quitte le domicile de ses parents, il faut trouver un logement. Et quelquefois, on arbitre entre le logement, même la coloc, et se nourrir. Donc, pour les études, c'est tout à fait préjudiciable.
Le logement est devenu un problème majeur quand même pour vous. Trouver un logement. Ou alors on est obligé de rester chez ses parents, mais à un moment on peut plus rester chez ses parents. Donc ça, je pense pour la jeunesse, c'est sûrement ce qui se produit en ce moment qui est le plus préoccupant. Alors après, est-ce que l'État en fait pas assez? Oui, il n'en fait jamais assez, mais je crois que ce qui pourrait être utile, c'est de généraliser, pas toute la population jeune, mais le système de bourse ou d'allocation d'études, qui est trop restreint aujourd'hui, avec une contrepartie, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, voilà, tout jeune a une allocation d'études, une bourse pour suivre ses études ou pour suivre un parcours de formation, hein, ou même pour commencer dans la vie. Et en contrepartie, il faut faire un service civique de 3 mois. Parce que je crois au service civique, c'est-à-dire être utile à une association, à son environnement, parler d'écologie, etc. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de jeunes qui diraient, moi je prends la bourse parce que j'ai besoin de me former. Et je suis d'accord, en plus, pour faire 3 mois. Moi, je pense que c'est plus utile de faire 3 mois, 6 mois de service civique que de partir à l'étranger. Il faut d'abord connaître son propre pays. Il faut quand même être prêt à comprendre ce qui se passe dans une société comme la nôtre. Je pense toujours qu'il faut donner plus et recevoir davantage. Il faut donner un peu de son temps pour vous et recevoir davantage parce qu'on a besoin que vous soyez mieux formés quand même. Donc voilà ma proposition. Merci. Je ne sais pas si tu l'accepterais, hein, par ailleurs. Hein. Bonjour Monsieur le Président, moi c'est Askar Taïchenov, je suis aussi un étudiant de l'ESSEC et je suis issu de l'immigration. Ma question est la suivante, alors que la société française semble toujours plus divisée sur les enjeux identitaires, comment peut-on mieux intégrer les personnes issues de l'immigration et renforcer la cohésion nationale? Merci. Ah, ça c'est le grand sujet politique quand même. Est-ce qu'on est encore capable de vivre ensemble? Est-ce qu'on a une espèce de conscience qu'on appartient à la même nation, quelles que soient nos origines, nos diversités, nos parcours? Est-ce qu'on pense que être français ou pas être français, d'ailleurs, vivre en France, c'est quand même, on parlait tout à l'heure de chance. Moi, je pense que c'est une chance quand même de vivre en France. Et alors, on va dire, bah, quand même, vous n'êtes pas difficile, parce que vu ce qui se passe en France, c'est pas forcément très, très joyeux. Mais quand même, c'est un pays qui a des valeurs, qui a des principes, qui a des idées. C'est un pays il y a des inégalités qui sont insupportables, mais il y a quand même moins d'inégalités qu'ailleurs. C'est un pays qui est encore démographiquement, grâce à l'immigration d'ailleurs, dynamique. Donc, il faut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour éviter de penser qu'on n'a plus de destin commun. Ça, c'est très compliqué. Parce que entre ceux qui arrivent à l'ESSEC et ceux qui restent à sec, hein, si je puis dire, c'est pas les mêmes. Hein. Il y a un peu plus qui restent à sec que ceux qui rentrent à l'ESSEC. Donc, il faut leur dire, mais tout le monde, on peut avoir cette possibilité, sans doute. Mais même si on ne rentre pas dans une école ou dans un cycle de formation, on peut s'en sortir, mais à condition on mette les outils pour s'en sortir. Et puis, montrer les parcours de réussite, parce que on a tous tendance à penser que ça va aller de plus en plus mal. Et quand on regarde le monde, hein, on a plutôt l'impression que ça va quand même... Ça va pas bien. Hein. Les guerres, les conflits, la folie des autocrates, là, hein. Bon, le climat, bon, je n'ai pas besoin d'assister. Et pourtant, il faut quand même qu'il y ait une petite flamme. S'il n'y a pas de flamme, ou à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, qu'est-ce qu'on fait? On va se replier. Et c'est pour ça qu'il y a les partis populistes, les partis extrémistes progressent partout. C'est la peur. Hein. La peur. Et ça touche toutes les catégories. Hein. Même ceux qui peuvent être issus de l'immigration, qui disent, mais il y a encore des immigrés qui vont arriver après nous, ils vont prendre notre place, ça va être plus compliqué pour nous. Donc il faut essayer de rassurer tout le monde. On peut y arriver. Et on va y arriver.
Bonjour, Abigail. Donc, je voulais revenir sur votre proposition juste avant par rapport au service civique et d'avoir une bourse en contrepartie. Pour ma part, j'ai fait un service civique, donc je suis d'accord que ça apporte beaucoup de choses. Et donc, ma question est la suivante, c'est si vous aviez une proposition réelle pour l'égalité des chances, laquelle serait-elle? Et est-ce que vous seriez prêt à la porter devant l'Assemblée nationale en votre qualité de député? Merci. Bon, l'Assemblée nationale actuelle, vaut mieux pas aller la solliciter parce qu'elle est arrêtée presque, elle est immobilisée. Bon. Mais il faut avoir des idées pour 2027. C'est un moment où ça va se redéfinir. Moi, je porte une des propositions qui n'est pas en soi révolutionnaire. Hein. C'est ce que je vous disais de la mobilité. Il faut que dans son parcours scolaire, on est passé 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un autre endroit que celui où on vit. C'est l'échange qui va faire que on va progresser. Et deuxièmement, c'est que l'échec scolaire, parce que c'est aussi ça, hein, la réalité, c'est aussi des parcours d'échecs. On parlait des réussites, mais il y a des échecs. Qu'on fasse j'avais commencé de le faire quand j'étais président, sur les décrocheurs, il faut qu'on fasse beaucoup plus. On ne peut pas accepter qu'à un moment, ça décroche. Alors, si ça décroche, il ne faut pas forcément faire revenir dans le lieu où on n'a pas été heureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux à l'école, qui se sentent humiliés, qui se sentent blessés, qui se sentent quelquefois harcelés. Bon, il faut les mettre dans un endroit où ils vont se retrouver confiance en eux. Donc, il y a à la fois une mesure générale où il faut qu'on se connaisse mieux, qu'on apprenne à vivre en commun, que l'on puisse aussi avoir cette condition de deuxième chance, de troisième chance, c'est nécessaire. Puis enfin, il faut supprimer Parcoursup parce que c'est un truc qui est vraiment... moi, je crois aux examens. Ça peut paraître un peu vieux jeu, ce que je vais vous dire. Je pense qu'un examen, c'est mieux que Parcoursup. Parce que Parcoursup, c'est tout un système où on ne sait pas très bien comment on est jugé. Je ne dis pas que l'examen répond à tout, mais quand vous passez un examen, par rapport à un travail que vous avez pu faire, vous avez pu défendre vos chances. Quand vous passez un oral, c'est pas facile un oral, parce que ça c'est très important. L'apprentissage de l'expression orale, c'est ce qui doit changer dans l'éducation nationale. C'est comme l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça doit s'apprendre, comme le numérique. Mais passer un oral pour défendre ses chances, ça me paraît un bon principe. Quand vous faites un dossier, vous ne savez pas pourquoi vous avez été récusé, c'est insupportable. On fait une génération de gens qui sont inquiets d'abord. Moi, je vois les jeunes qui sont au lycée, ils passent le bac, pour eux, ça n'a aucun intérêt, le bac. Ils attendent Parcoursup. Et ils ont peur, comme autrefois dans ma génération, de ne pas être reçus au bac. Donc c'est pour ça qu'il faut changer ce système-là. Monsieur le Président, bonsoir. Je m'appelle Julien. Ça fait depuis 2016 que je suis dans le collectif Article 1, mentoré, maintenant un peu plus ancien. Le mentorat a un rôle fondamental à jouer. Est-ce que vous serez prêt à mentorer un jeune ce soir, une ou une jeune chez Article 1? Et deuxième question, on a tous des revendications autour de l'égalité des chances, des choses qu'on pourrait porter sur le débat public. Est-ce que vous pourriez nous aider à le porter dans le débat politique et médiatique? Merci. J'ai intérêt à répondre oui aux deux questions. Sinon, oui, mentorer, je reçois beaucoup de stagiaires, moi, de gens qui me demandent est-ce qu'ils peuvent m'accompagner pendant quelques jours, quelques semaines. Je fais ça, oui. C'est pas tout à fait le mentorat, d'ailleurs. Hein. Le mentorat, c'est suivre quelqu'un pendant tout son parcours universitaire. Oui, on peut le faire. Je faisais ça parce qu'on avait labellisé une association qui s'appelait Singa, qui s'appelle toujours Singa, et c'était le principe justement de prendre un jeune qui exilé, et un peu perdu, et de l'accompagner. Oui, ça, je peux faire. Et sur les propositions, oui, j'attends les propositions que vous allez faire, parce qu'on voit qu'on en cherche des propositions. Il faut être assez innovant. Hein. La proposition la plus facile, c'est de dire ça va pas, je vais mettre plus d'argent.
bon. Ça convainc tout le monde sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Alors après, on dit oui, mais je vais prendre l'argent aux plus riches. Oui, d'accord, très bien. Mais jusqu'à quel point? Donc, il faut être un peu plus innovant dans la proposition. L'accompagnement, ce qui se passe ici, ça c'est innovant. Hein, parce qu'on a besoin. On a tous besoin. C'est une grande inégalité entre ceux qui ont un parent éloigné même, qui peut leur dire ouais, je vais t'accompagner dans tes premiers pas professionnels, et ceux qui n'ont c'est pas qu'ils n'ont pas de parents, mais enfin, qui n'ont pas cette disponibilité, cette ressource. Alors, je vais être honnête. Vous avez été tellement efficace qu'on leur avait donné 10 questions pour Ouais. commencer et on pensait que vous alliez tous être beaucoup plus bavards, et vous en particulier, ce qui n'a pas été le J'ai cas. été bavard, moi. Même pas, justement. Mais Comme est-ce qu'il y a quoi. des questions spontanées, là Donc, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions. Je vais peut-être juste, si je peux me permettre, moi, j'en ai une. Et après, je te donne tout de suite la parole. Alors, à titre personnel, il y a une croyance qui m'horripile et contre laquelle j'essaie de me battre tous les jours. C'est une phrase que je déteste. Et c'est la phrase du quand on veut, on peut, qui décrit un espèce de mythe de la méritocratie, où il suffirait de se lever tôt le matin ou de traverser le trottoir, en tout cas pour réussir. Je fais allusion à absolument personne. Mais en revanche, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Oui, ça c'est une phrase à la fois individuelle et politique. Il y a une volonté, il y a un chemin. Ben non, pas toujours. C'est pas parce qu'on a la volonté. En revanche, ce qu'il faut, c'est pas être seul. Je pense qu'un des problèmes de la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Quand je dis seules, ça ne veut pas dire qu'ils vivent enfermés dans une chambre. Ça veut dire qu'ils sont seuls face à un certain nombre de situations qui sont difficiles, quel que soit l'âge. Bon, par rapport à un problème de santé, par rapport à un problème d'orientation, on est seul. Deuxièmement, les réseaux sociaux ont aggravé la solitude. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, où les réseaux sociaux allaient nous dire, grâce aux réseaux sociaux, je vais pouvoir savoir comment m'orienter, comment on peut rencontrer des personnes qui peuvent m'être utiles. On s'aperçoit que les réseaux nous absorbent, nous dévorent et nous isolent. Le nombre de gens qui passent des heures et des heures sur leur téléphone et qui se font piller leurs données, qui se font instrumentaliser, etc. Donc, il faut essayer de rompre les solitudes, et c'est ça qui va permettre qu'à plusieurs, on puisse trouver le chemin. C'est ça. Sinon, on fait porter une responsabilité sur la personne. On dit bah, t'as pas réussi, mon vieux, ou ma vieille. C'est vraiment parce que tu t'es mal débrouillé. Ben non, je pouvais pas réussir tout seul. C'est pour ça qu'il y a une association. L'association, se mettre ensemble, c'est comme le principe qu'on va pouvoir être plus efficace à plusieurs que tout seul. Or, il y a beaucoup de gens qui veulent plus participer à des événements collectifs. Vous êtes regroupés, c'est important. Hein. Merci, Monsieur le Président. Ma question, je suis Aïssata, ma question c'est de savoir quelle est votre vision de l'influence de l'intersectionnalité dans la vie d'un jeune. Donc, vous avez parlé du fait que vous étiez issu en fait de Rouen. Donc, est-ce que vous pensez que si vous aviez combiné à la fois plusieurs formes de discrimination, à savoir la ruralité, potentiellement être enfant d'immigrés, etc., est-ce que ça vous aurait rajouté des poids supplémentaires? Ouais, j'imagine. Déjà, moi, j'avais ressenti, et c'était vraiment pas grand-chose, fait de venir de province, comme une forme de fardeau par rapport aux Parisiens que je pouvais rencontrer. Donc, j'imagine que quand en plus, on vient d'un parcours d'immigration, ou quand on a des questions liées aux orientations sexuelles ou de genre, ça ajoute. Donc, il faut bien prendre en compte le fait qu'on peut être victime d'une accumulation de discrimination. Et quelquefois qu'on intériorise même des discriminations qui n'existent pas forcément avec cette ampleur. Alors, ça amène à une forme de personnalisation, je n'ai pas dit d'individualisation. Chaque être humain est une personne
qui a ses complexités, ses diversités, ses origines. Mais il ne faut pas rester sur l'idée qu'on est tout seul, toujours la même chose. Non pas qu'il faut... C'est une des questions que pose l'intersectionnalité. Toutes les minorités doivent se mettre ensemble. Non. Le combat minoritaire, il doit être pris par la majorité. C'est ça l'enjeu. C'est de faire que mon combat, parce que je suis une minorité, ou je me ressens comme être une minorité, soit pris par la majorité. Et la politique, c'est pas l'addition des minorités. Je vais prendre les minorités, je prends les mots qui sont utilisés, racisées, les minorités sociales, les minorités sexuelles, et je vais faire une majorité. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ceux qui vont parler au nom de tous et intégrer toutes les préoccupations des minorités. C'est-à-dire que le combat minoritaire est un combat qui élève la majorité, pas qui se détache de la majorité. J'essaie de me faire comprendre là-dessus. Sinon, on enferme chacun dans sa minorité. Bon, toi, tu défends ton problème. Ton problème, c'est que tu luttes contre les discriminations sexistes ou les discriminations liées à l'origine. Bon, c'est ton problème. Non, c'est notre problème à tous. Parce qu'il ne faut pas se laisser enfermer. Toujours la même chose. On peut être enfermé géographiquement, on peut être enfermé psychologiquement, on peut même être enfermé socialement et politiquement. Bonsoir, Monsieur le Président. J'avais une petite question, donc je m'appelle Inès. Dans vos réponses aujourd'hui, il y a eu beaucoup de constats, donc ce qui est assez rassurant venant d'un président de la République. Mais la question, c'est plutôt les pourquoi. Parce que par exemple, vous constatez qu'il faut sortir de chez soi, il faut sortir de sa zone de confort. Vous constatez que être seul, ça ne nous amène pas au final à une réussite. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des personnes qui se retrouvent seules? Pourquoi aujourd'hui il y a des personnes qui ne veulent pas quitter leur village? Les circonstances sont mesurable, mais le pourquoi, est-ce que vous pouvez nous répondre aujourd'hui? Oui, mais d'abord, tout ne dépend pas de l'État, tout ne dépend pas de la politique. Il y a des processus dans une société. Et quand il y a autant de peurs qui s'accumulent, autant de risques que l'on ressent, autant d'appréhension, la tentation est de rester là où on est, à sa place. Et le rôle de l'école ou le rôle d'une action publique, c'est de faire apparaître qu'il y a des passerelles. C'est le mot passerelle qui est important. On peut changer, on peut avoir un autre destin que celui qui est... Mais à condition qu'on vous l'organise. Comment trouver un logement quand on est à 50 km d'une université? Comment faire pour que, lorsqu'on est dans un quartier populaire, je puisse être quand même dans le bon établissement scolaire où je pense que j'aurai autant de chance que les autres? Comment je peux, quand je suis dépourvu de moyens, avoir un accompagnement financier qui me permette de réduire mon inégalité de départ? Comment je peux, pour une orientation professionnelle, être informé de la bonne filière? C'est ça le rôle un peu nouveau de l'État, ce qu'on disait sur les services publics. Comment je peux faire que chacun puisse avoir sa possibilité d'être accompagné, d'être porté là plus haut qu'il ne l'imagine? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas cette possibilité-là? Parce que sans doute on a cru à des mécaniques. Vous allez au lycée, vous allez à l'université, mécaniquement vous allez vous en sortir. C'était comme ça que ça avait fonctionné longtemps. On est mécaniquement, vous allez avoir un diplôme et puis voilà. Non, ça fonctionne plus comme ça. C'est pas la mécanique, c'est les moyens humains qu'il faut mettre. L'échec à l'université est insupportable parce que c'est une nouvelle fois sur les mêmes que ça va reposer. On vous a fait échouer et donc vous en voulez après à l'égard de la politique, à l'égard de la société, à l'égard de tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut essayer. Et il faut quand même bien dire l'implication des agents du service public est différente. Et je ne leur jette pas du tout la pierre.
Avant, être enseignant, c'était suivre au-delà des cours, essayer de promouvoir celui-là ou celle-là. Aujourd'hui, bah, chacun fait son travail et puis, bah, il dit bah, écoutez, moi j'ai fait mon temps, c'est pas à moi d'aller faire de l'accompagnement scolaire, c'est pas mon rôle, ou de l'éducation populaire, parce qu'avant c'était ça, hein, beaucoup d'éducation populaire, beaucoup d'associations. Bah, là aussi, il y a une forme d'individualisation hein, qui s'est produite. Ouais, je crois. Hein. On va pas dire aux profs, bah, non seulement tu fais tes cours, mais en plus ils habitent quelquefois à 1 heure. À un moment, quand j'étais président, j'ai voulu qu'on puisse travailler 4 jours et demi pour les rythmes scolaires. Bon, les profs, on dit, mais non, nous déjà, on a 1 heure de transport pour faire les cours. Si en plus vous nous faites venir pour une demi-journée, bon, je peux comprendre, je peux entendre ça. Mais c'est quand même mieux pour les enfants d'avoir 4 jours et demi que 4 jours. Hein. Le temps scolaire, c'est important. Bonjour Monsieur le Président. Dans un premier temps, merci de prendre le temps aujourd'hui de nous répondre et de discuter avec nous. Donc merci beaucoup. Je me présente, moi c'est Ariles Belkessam. Et en tant que jeune, et je pense que tous les jeunes ici, on est d'accord pour se dire que la jeunesse, c'est une période décisive, clé, mais aussi une période où il y a pas mal d'incertitudes. Même vous, vous devez sûrement vous en rappeler. Est-ce que vous pensez qu'on met assez d'importance sur le mérite d'un jeune? Quelle place, quelle importance on devrait accorder au mérite chez les jeunes et comment on évalue le mérite d'un jeune? C'est ça ma question aujourd'hui. Ouais. Comment on évalue le mérite? Peut-être pas simplement par un parcours scolaire. Le mérite, c'est pas simplement d'avoir des bonnes notes. Le mérite, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire au plan culturel, sportif. Regardez tous les talents que l'on a. On a sûrement une approche trop réduite de ce qu'est le mérite. Peut-être justement l'école ne met pas suffisamment en évidence le fait que chacun peut apporter un plus, un talent, une qualité qu'on n'avait pas forcément identifiée ou que les évaluations scolaires vont pas forcément reconnaître. Il faut essayer de déceler le talent. Le rôle d'un prof, c'est de déceler le talent, qui n'est pas forcément simplement de savoir lire, écrire, compter. C'est le talent. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Et c'est important de reconnaître le mérite parce que chacun doit être fier quand même de ce qu'il est. Comme il y a tellement de doutes, il y a beaucoup de doutes. C'est ce que vous appelez l'incertitude. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est mon orientation? Est-ce que j'ai les capacités? Donc, c'est ça qu'il faut essayer d'apporter, hein, de la fierté et de la confiance. La confiance, c'est le mot clé. Il faut avoir confiance. Hein. Confiance en soi. Je veux bien juste, pardon, je te pique la parole, Emmanuel. Désolée, je t'ai vu qu'il y avait le micro. Non, mais je trouve ça très intéressant, ce sujet du mérite. Il est complexe. Et bon, moi, pour me faire l'avocat du diable, évidemment, c'est un peu mon rôle. C'est vrai que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le talent est une fiction, et justement qui essaie de déconstruire un peu le mythe de la méritocratie, parce que quand on veut, on ne peut pas toujours. Et on en revient aussi à, effectivement, qu'est-ce que le mérite et qu'est-ce qu'on peut faire en partant de différents contextes personnels, effectivement, pour s'accomplir, pour s'épanouir. J'ai envie de faire le lien avec la deuxième partie de l'article 1, puisqu'on s'appelle article 1, c'est pas pour rien. Et on a la deuxième partie de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme qui est moins connue, mais qui parle justement des distinctions sociales qui ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et voilà, plutôt que de parler de mérite, je ne sais pas si on n'a pas aussi envie ou besoin de parler d'utilité commune et de ce qu'on peut toutes et tous apporter à la société, qui est une forme de mérite probablement, mais qui sort un peu du débat ou scolaire ou sportif ou quel qu'il soit, et qui remet un tout petit peu la société et le collectif au cœur, plutôt que le mérite qui parfois, je trouve, en tout cas, renvoie à quelque chose d'un peu individuel. Bon, c'est pas vraiment une question en fait, hein, mais j'avais juste envie d'intervenir. Et ça, c'est l'engagement. Que le service civique, c'est pas la seule. Mais dès qu'on s'engage pour les autres, on s'élève soi-même. C'est-à-dire qu'on découvre qu'on peut être utile, et c'est important. Quand on est jeune, on pense qu'on n'est pas utile. D'ailleurs, vous faites comprendre que vous n'êtes pas utile. Donc, tout ce qui peut générer une reconnaissance
Et donc, une forme de considération pour ce qu'on est capable d'apporter, ça contribue au mérite. Du coup, ma question, Oui, oui. j'aimerais rebondir sur la question d'Aïssata. Vous avez dit qu'il faut que les combats des minorités soient portés par la majorité, alors qu'aujourd'hui, on observe une certaine polarisation, une certaine mise à distance. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme action concrète pour un peu recréer du lien et que les deux parties se rencontrent pour un débat commun? Ça devrait être ça, la politique. Ce serait l'échange, le dialogue, la contradiction, aussi bien au plan local qu'au plan national. Et quand il n'y a plus de grands partis, cette confrontation, elle s'extrémise. On est soit chez les uns, soit chez les autres, et on ne se parle plus, on se fait peur mutuellement. C'est un peu ce qui se passe. Et ça, c'est au bénéfice de ceux qui veulent exclure, de ceux qui veulent écarter. Donc, une des réponses à toutes vos questions, c'est quand même la politique. Non pas la politique, vous disant tout le monde va vouloir devenir élu, député, président. Non, c'est comment on s'engage pour son pays, soit par la voie associative, soit quand on est dans l'entreprise par la voie syndicale, mais aussi par la voie politique. Parce qu'on a besoin de cet échange. Et le rôle d'un parti politique, c'était aussi d'assurer la mixité sociale. Un parti, quel qu'il soit, dès lors qu'il était démocratique, faisait qu'il y avait des gens qui habitaient dans des endroits très différents, qui venaient de parcours tout à fait inimaginables, et qui se parlaient. Qui est capable aujourd'hui d'offrir cette chance-là dans un lieu politique où on voyait des gens qui avaient travaillé à l'usine pendant des années, qui vous apportaient leur expérience, d'autres qui étaient agriculteurs, d'autres qui étaient des migrants qui avaient connu le pire. Voilà, c'était ça l'échange. Oui, oui. Bah oui, parce que d'abord, je ne sais pas si on peut dire la diversité, moi aussi je l'ai employé ce mot-là, mais aujourd'hui, on voit bien que votre génération, je pas faire un dessin là, je suis assez minoritaire, moi. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience que vous êtes cette force-là et ne pas vivre l'idée, même si les discriminations doivent être combattues, elles demeurent, elles sont persistantes et elles sont quelquefois encore plus dangereuses que par le passé. Mais il faut prendre conscience que c'est vous qui êtes l'avenir de la France. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Ma question, ma question, c'était pour rebondir donc sur la proposition que vous avez faite. Vous avez dit qu'il faudrait supprimer Parcoursup et plus mettre en valeur l'examen. Mais moi, j'aimerais bien challenger cette proposition parce que certes, on va tous avoir, imaginons, cet examen du baccalauréat, mais on n'aura pas eu tous le même accompagnement pendant toute notre scolarité, que ça soit à la maison ou à l'école. Donc, comment est-ce que cette proposition, elle peut être viable et vraiment contribuer à l'égalité des chances? D'abord, il faut faire en sorte que quand on arrive au niveau du bac, on ait pu avoir des conditions d'études qui permettent d'être au niveau exigé. Mais je pense que l'oral je suis pour l'oral au bac, moi. Je trouve que c'est encore plus dur. Non, parce que même quand on n'a pas tous les codes, si l'examinateur il est conscient de ce qu'est la recherche des qualités, du talent, etc., on peut défendre son projet. On a tous un projet de vie limité dans le temps. C'est mieux que d'écrire. Parce que là aussi, rédiger un dossier, c'est des codes sociaux très, très précis, ça. À l'oral aussi. Oui, mais à l'oral, vous avez quelqu'un devant vous. L'examinateur, il est devant vous. Il faut aller le convaincre. Et l'examinateur doit comprendre que même si on ne s'exprime pas toujours bien, il y a quelque chose qui a l'air d'une passion, d'une volonté ou d'expression qui est forte, plutôt que d'être simplement... quand je parlais d'humanisation, c'est ça, il faut humaniser le rapport.
Et il ne faut pas simplement regarder un dossier. Maintenant, c'est sur les dossiers que ça se joue, les dossiers scolaires, les dossiers qu'on remplit. Où est la patte humaine là-dedans? Je trouve ça un peu difficile de juger, parce que j'ai l'impression qu'on parle plus d'authenticité dans ce que vous dites, de cette envie de montrer qu'on a un projet, etc. Ouais. Malgré, par exemple, si on a moins de codes pour parler, pour s'exprimer. Mais comment est-ce que quelqu'un en face peut juger que la personne qui s'exprime un peu moins bien, mais qui a vraiment envie, et peut-être devrait avoir rentré dans cet établissement, plutôt que l'autre qui a tous les codes et qui a aussi envie peut-être? Donc, est-ce qu'on parlerait plus d'équité plutôt que d'égalité? Il faut que les codes soient partagés. De toute façon, on va pas. Ce serait trop facile de dire bon, bah, allez-y, présentez-vous à l'oral, puis vous vous exprimez comme vous voulez, vous chantez si vous voulez, vous montrez que. Non, il faut être accompagné et préparé même. Préparé, hein, c'est un exercice. Mais un bon examinateur, j'ai été examinateur, et il repère. Moi-même, je trouve que chaque personne, même quelquefois la plus handicapée, à tous égards, elle a quelque chose qui va vous donner un élément que vous n'avez pas vous, qui va vous apporter quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes quand même le niveau, grâce à Article 1 peut-être, hein, mais vous êtes le niveau... Ils sont déjà pas mal, hein, et elles sont déjà pas mal. Ouais, je trouve, ouais.